Bonjour, moi c'est Gabriella, je suis agente de communication au CRIPA et je suis en compagnie de Carl Gagnon, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et directeur scientifique du laboratoire diagnostic moléculaire de virologie animale. Aujourd'hui, on va vous parler d'une nouvelle récente de cet été. C'est une équipe de chercheurs de l'Université Laval qui ont détecté des traces de la présence du virus de l'hépatite E dans plusieurs aliments contenant du foie de porc au Québec, dont 29% dans les pâtés et 4% dans les foies de porc crus. Donc, Carl, j'aurais deux questions pour vous. La première, est-ce que vous pensez que la situation va s'aggraver ou elle peut être sous contrôle? Bon, tout d'abord, bonjour. Concernant ta question, je pense que ça va rester stable. Je ne pense pas que ça va s'aggraver, tout simplement parce que l'étude à laquelle, tu réfères, met sur la table, en fait, qu'est-ce qu'on a retrouvé au Québec. Cependant, le virus de l'hépatite E, est connu depuis plus de 20 ans, si je me trompe. Je me souviens plus de la date exacte, mais ça fait quand même déjà un certain temps qu'on connaît le virus et au niveau mondial, c'est une situation qui est très bien connue. Donc le virus se retrouve, dans pratiquement tous les pays où on a des élevages de porcs. C'est un virus aussi qui est très fréquent dans les élevages porcins. Il y a déjà eu des études aussi au Canada, qui démontrent que le virus était présent à la hauteur, un peu comme ce que les collègues de l'Université Laval ont rapporté, à peu près 4 par exemple, dans la viande, dans différentes provinces canadiennes et dans les fouets qu'on pouvait acheter, des fouets frais qu'on pouvait acheter, dans les épiceries, c'était aux alentours de 30 si je me trompe. Donc, c'est quand même le virus est très bien répandu, très bien dispersé, dans l'industrie porcine au niveau mondial. Ce qu'il faut aussi faire attention lorsqu'on regarde la littérature, c'est qu'il y a différents génotypes de virus de l'hépatite E. Donc, certaines sont plus retrouvées chez l'humain, d'autres sont plus retrouvées chez le porc. Donc, on a comme des spécificités d'espèces et celui du porc peut aussi infecter l'humain. OK? Donc le fait de le retrouver chez le porc, évidemment, ça peut paraître inquiétant parce qu'on dit que ça met à risque aussi la population humaine. En contrepartie, notre côté, je te dirais, occidentaux, fait en sorte que normalement, on a tendance à cuire nos aliments. Et donc, le virus va être quand même relativement facilement détruit par des températures relativement basses. Donc, si on fait cuire nos aliments à un minimum de 160 degrés pendant une vingtaine de minutes, c'est suffisant pour tuer ou détruire toutes les particules virales infectieuses. Donc, même si par accident, on avait, par exemple, je ne sais pas moi, un 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 échantillon de viande dans notre assiette qui était d'origine porcine, donc un rôti de porc, par exemple, normalement, nos pratiques alimentaires font en sorte qu'on va avoir fait cuire la viande de façon relativement beaucoup plus à des températures beaucoup plus élevées que 160 Fahrenheit et à des temps beaucoup plus longs que 20 minutes seulement. Donc, ce qui fait en sorte que le risque de contamination par les aliments, est très, très, très faible. C'est pour ça aussi qu'on considère que le risque de transmission du porc à l'humain, à l'heure actuelle, est très négligeable. Cependant, comme je vous disais, c'est une question aussi de culture. Il y a eu déjà des éclosions de transmission du porc à l'humain, mais évidemment, c'était pour des raisons culturelles. Par exemple, en Asie, ben, si on prépare des assiettes, de foie de porc cru, ben là, évidemment, on s'expose à une contamination, un risque de contamination plus élevé. Parce que le virus va cibler principalement le foie, donc c'est son organe cible. Donc évidemment, si on mange du foie cru, les chances qu'on va être en contact avec le virus sont plus grandes. Au niveau de l'humain, hem, toute espèce de virus de l'hépatite E confondu, donc porcin ou humain, normalement, les infections, en grosse, grosse majorité, sont asymptomatiques. Donc l'humain est assez résistant à l'infection. Malheureusement, il y a certains individus
qui sont évidemment plus à risque. Donc, les individus immunosupprimés, donc ceux qui ont reçu, par exemple, des transplantations d'organes et ont des traitements d'immunosuppresseurs, ben, ils sont plus à risque d'avoir des complications cliniques. On sait que les femmes enceintes sont plus à risque aussi d'avoir des problématiques de santé associées à un contact avec le virus. Ce qui est intéressant au niveau épidémiologique, c'est qu'on sait que les travailleurs de l'industrie porcine sont sérologiquement plus positifs que les gens qu'on retrouve dans la population générale. Ce qui nous dit aussi que les travailleurs qui sont en contact avec des produits de porc sont exposés à un moment donné de façon plus fréquente au virus de l'hépatite E. Par contre, on n'a pas d'évidence ou de d'indices qui nous suggéraient, par exemple, que les travailleurs de l'industrie porcine seraient plus affectés ou plus malades que les gens de la population générale. OK, merci. Ma deuxième question, dans le fond, ben, vous l'avez un peu répondu, c'était, quels sont les types de personnes qui sont les plus à risque? Mais vous avez dit que c'était les femmes enceintes. Et puis les immunosupprimés. Oui, oui, OK. Pour ce qui est de l'hépatite E virale humaine, il y a des méthodes de traitement possibles. L'efficacité des traitements lorsque les personnes ont vraiment une hépatite aiguë là, ou une insuffisance hépatique associée à l'infection. Puis même aussi les traitements, on essaie de les mettre en place parce qu'il peut y aussi avoir des infections chroniques. Mais ce sont des approches antivirales standards. Donc, on sait par exemple que ceux qui reçoivent des immunosuppresseurs, ben, si on réduit les immunosuppresseurs, on va augmenter finalement la capacité de l'individu à combattre l'infection. Donc, ça améliore beaucoup, beaucoup la capacité des individus à combattre l'infection. Et donc, ça va aussi avoir un effet positif. Et on a la possibilité de les traiter avec ce qu'on appelle de l'interféron, qui est une molécule qui, en fait, a des propriétés antivirales, mais qui est générale dans ce sens qu'elle peut combattre une multitude d'infections virales. Donc, même des fois, quand on n'a pas de traitement spécifique, on va utiliser l'interféron, puis ça va beaucoup améliorer la guérison. Donc, dans certains cas, par exemple, dans certaines études, on parle de 30 à 40 d'amélioration et de guérison suite au traitement de l'interféron. Puis, on peut aussi traiter les individus avec un autre type d'antiviral là, commercial qui est la ribavirine, qui va aussi avoir un taux de succès de l'ordre de 30 à 40. Donc, évidemment, il n'y a rien qui empêche, par exemple, un microbiologiste ou un médecin de prodiguer une combinaison de ces deux agents-là, qui seraient, par exemple, l'interféron et la ribavirine, pour augmenter finalement l'efficacité des traitements. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la grosse minorité des gens infectés qui vont développer des signes cliniques. OK. OK, parfait. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup aussi pour votre temps. Pas de problème. J'espère que ça vous a été utile. Oui, vraiment. Merci. Bonne Au journée. revoir.